Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'industrie pharmaceutique en Afrique en plein essor, une croissance signe d'un marché important et d'une forte demande, ce qui attise d'ailleurs l'appétit de certains acteurs qui profitent de certaines failles pour développer des réseaux parallèles, les fameux médicaments de la rue ou encore la vulgarisation des médicaments contrefaits. Pourquoi le marché informel du médicament prospère en Afrique? Comment s'organisent les professionnels de la pharmacie en Afrique de l'Ouest? Quelles sont les réalités de l'industrie pharmaceutique en Afrique? Pour répondre à ces questions d'actualité, nous sommes ici en studio avec Dr Danyoko Salimata. Vous êtes chef du service de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés à l'ARP. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous aussi en studio, Dr Hervé Boni, vous êtes le secrétaire du CNOPSI. Merci d'être avec nous. Alors, d'entre deux jeux, c'est quoi le CNOPSI? Le CNOPSI, c'est le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. D'accord. Qui est un organe de l'ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. On aura plus de détails tout à l'heure. Alors, déjà, quand vous regardez, c'est votre secteur depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, quelle analyse, quel bilan vous pouvez faire sur l'évolution du secteur pharmaceutique? La pharmacie en Côte d'Ivoire, en tout cas, est vraiment en plein essor, surtout en matière d'autosuffisance. On n'est pas encore autosuffisant parce que la Côte d'Ivoire importe encore des médicaments, bien malheureusement, à hauteur même de, je dirais, 85%, parce que les besoins locaux, la fabrication locale n'excède pas les 15%. Mais en tout cas, on est dans la dynamique depuis ces 5 dernières années pour favoriser, encourager vraiment la production locale. Alors on va dire, on était dans une bonne dynamique. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, la crise de Covid a un peu freiné cette dynamique? Ou bien... Non, je pense que la crise de Covid a renforcé cette dynamique parce que la crise de Covid a permis de tester nos modes de réaction vis-à-vis des pathologies. Voilà, donc le secteur s'est réorganisé pour faire face à cette pandémie. Alors dans l'actualité, on a vu qu'il y a des journées nationales de l'ordre pharmacien de Côte d'Ivoire. On a vu fin 2021 un forum sur la pharmacie ici en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut définir ou décrypter la situation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a une sorte de coordination des politiques des États, les différents ordres nationaux, il y a une politique commune, collective que vous menez, ou bien chaque pays y va selon ses moyens, selon ses besoins? Moi, je pense que les politiques sont définies au niveau supranational généralement. Pour notre zone, c'est l'UEMOA qui définit généralement les politiques de santé. Il y a même l'OAS au niveau de la CEDEAO qui définit aussi ces grandes lignes de politique de santé. Mais disons que nous avons pratiquement au sein de l'UEMOA les mêmes tests. Et donc, les actions sont synchronisées. Pour dire que depuis un certain temps, on parle de la pharmacie, mais c'est d'abord les ressources humaines de la pharmacie qui sont en pleine expansion. Il y a de cela moins de 10 ans, on avait en Côte d'Ivoire moins de 1000 pharmaciens. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2700 pharmaciens. Donc ça veut dire que l'élément essentiel, que les ressources humaines, est en pleine hausse. Et tout cela pour le bonheur des populations, parce qu'il y aura un pharmacien pour autour de 11 000, 12 000 habitants. Alors justement, à vous entendre parler, on aimerait demander, le thème de cette émission, c'est l'essor de l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il y a des facteurs qui occasionnent cette montée en puissance du personnel dans le secteur de la pharmacie, ou bien c'est le marché qui impose cela? Autant de pharmaciens qui s'installent, c'est parce que l'opportunité y est, ou bien qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Bon, je dirais c'est l'un ou l'autre. Ça peut être l'engouement. Il y a la demande aussi qui est très forte. Et nous incitons beaucoup nos pharmaciens sortants à aller surtout en région, parce que la plupart des pharmacies sont concentrées dans la zone d'Abidjan. Donc pour mettre la population vraiment à l'aise, nous encourageons de plus en plus les pharmaciens à aller dans les régions reculées pour atteindre le fameux ratio dont Dr Boni parlait tout à l'heure. Alors justement, vous entendre parler, on sent qu'il y a une demande, le marché existe, il y a une forte demande, mais on n'arrive pas
C'est comme ça que je me représente cette chose. On n'arrive pas à couvrir, à répondre à la demande. Est-ce que ce n'est pas ce qui occasionne ces réseaux parallèles, ces fameux médicaments de la rue, ces réseaux contrefaits? Non. En fait, le problème des médicaments dans notre région subsaharienne, c'est en termes de qualité, de disponibilité et d'accessibilité. Ce sont les 3 problèmes que nous rencontrons tous. Dans le circuit légal de distribution de médicaments, les médicaments sont de qualité parce que le circuit est surveillé par l'autorité de régulation dans bon nombre de pays, aussi bien qu'en Côte d'Ivoire. Les problèmes de disponibilité, l'État associé au privé s'assure pour que les médicaments soient présents dans le pays. On a vu même qu'avec la crise de la Covid, on n'a pas eu de pénurie de médicaments généralement dans nos régions. Parce que nous avons des distributeurs qui sont aguerris, qui sont soutenus des fois par l'État ou même des privés, de grands groupes qui tiennent les chaînes de distribution. Maintenant, c'est le problème d'accessibilité. Au dernier kilomètre, on fait l'effort d'y aller, tant au niveau de la pharmacie, de la santé publique, qu'au niveau du secteur privé, pour faire venir les médicaments aux confins de nos contrées. Maintenant, c'est l'accessibilité financière. Maintenant, ça, je pense que c'est un problème sur lequel on pourra débattre parce que les populations n'ont pas toujours accès à ces médicaments qui, pour la plupart, n'est pas vraiment exorbitant parce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont faites pour rendre le médicament financièrement accessible. Justement, donc, qu'est-ce qui est fait concrètement actuellement pour essayer de permettre à ces populations d'avoir facilement accès à ces produits de qualité pour ne pas se tourner vers ces médicaments contrefaits qu'on trouve assez souvent? Je dirais que depuis plus de 10 ans, Dr Boni peut confirmer, les pharmaciens, on a sorti des textes pour quand même permettre à la population d'accéder au traitement via les génériques. Voilà, via les génériques. Les génériques sont quand même moins chers, mais je pense que c'est l'information peut-être que la population n'a pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans les marchés de rue, vous trouverez que le paracétamol, un comprimé fait 25 francs. Donc la plaquette de 10 comprimés revient à 250, si on fait un petit calcul rapide. Mais dans une officine de pharmacie, vous trouverez un très bon générique, stocké dans de très bonnes conditions, à 100 francs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est peut-être l'information que la population n'a pas. Et donc on essaie quand même de travailler sur la communication. D'accord. Donc je profite en même temps pour... Vous êtes des hommes de médias. Il n'est pas très facile de communiquer. Les prix sont vraiment exorbitants. Donc vraiment, je profite en même temps de l'émission pour vous lancer un cri de cœur. Parce qu'il faut sensibiliser beaucoup la population. Et les médias sont vraiment un moyen justement de communiquer. Voilà. Et nous répondrons à l'appel, nous ferons ce que nous pourrons pour en tout cas relayer cette information auprès des populations. Mais quand vous parlez des génériques, on sait quand même, nous sommes en Afrique, on a l'exemple de la Chine et autres, on voit combien les populations rurales sont portées vers les traitements naturels, les plantes et autres. Est-ce que dans nos politiques ici, on essaie d'associer ces traitements à base de plantes naturelles pour compenser ou pour combler certains déficits? Oui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a un programme national de développement de la médecine traditionnelle. Voilà, il y a même des programmes de recherche associés qui associent des praticiens et des chercheurs de nos universités, aussi bien à la fac de sciences que la fac de pharmacie. Ce sont des projets qui sont en cours, qui ont pour but de créer, de mettre sur le marché des médicaments traditionnels améliorés. Comme c'est le cas dans certains pays de la sous-région, le Burkina, le Mali, le Bénin. Totalement. Et la Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous sommes un peu à la traîne, mais fort de l'expérience des autres, je pense que ce sont des médicaments qu'on va rencontrer dans nos différents points de dispensation de médicaments que sont les pharmacies. Pour revenir au problème des médicaments de rue, c'est comme le docteur Danyogo l'a dit tout à l'heure, il faut sensibiliser les populations. Nos populations, nous avons le devoir de leur apporter de bons médicaments. Leur dire que les médicaments qu'ils ont sur les marchés ne sont pas des médicaments, c'est du poison. Soit ça a une forme qui ressemble à des médicaments, mais qui est peut-être sous-dosé, peut-être ce n'est même pas le principe actif,
Et la prise de ces médicaments aura des conséquences certaines sur leur santé. Peut-être on reviendra là-dessus, mais c'est vraiment de leur dire de se tourner vers les spécialistes de la santé, les médecins, ensuite le dispensateur qui est le pharmacien, qui trouvera une solution. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le sens de l'accessibilité, la politique du générique, qui a vraiment rendu les produits accessibles, le déconditionnement, quand c'est possible, parce que ce n'est pas tous les médicaments qu'on peut déconditionner, mais tout est fait pour amener les populations vers les offices. Maintenant, il y a les politiques de santé, la couverture maladie universelle qui permet aux populations à coup sûr d'avoir accès aux médicaments. Parce que l'État se charge de prendre en charge une partie des soins de santé, des soins de médicaments des populations. Je pense qu'on reviendra aussi comme une solution de lutte contre les médicaments de Si, on y reviendra tout à l'heure. Parlant des médicaments génériques, est-ce que, des médicaments génériques et des médicaments de la rue, on voit dans certains secteurs, on a la police des mœurs qui essaie de corriger certaines choses. Est-ce qu'au niveau des médicaments, on a une forme de police des médicaments qui va quand même sillonner pour essayer de mettre un terme à la vulgarisation de ces médicaments contrefaits? Oui, il y a beaucoup de structures. En Côte d'Ivoire, je dirais que nous sommes même chanceux, parce que nous avons beaucoup de structures, justement, parce qu'en Côte d'Ivoire, la lutte est vraiment multisectorielle. Donc, avec le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Intérieur, et qu'est-ce que je dis, la gendarmerie et tout ça, on essaie quand même de sillonner. Donc, par exemple, on peut parler de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Il y a des comités interministériels, un peu comme le CNLC. Il y a la douane qui fait, que je salue au passage, qui fait un travail vraiment formidable et qui aide vraiment les professionnels de santé dans la saisie des faux produits sur les marchés. Alors, cette question qui me vient en tête, on parle d'industrie. Généralement, on voit que ce sont de grands groupes internationaux qui viennent investir dans nos pays. Quelle est la particularité? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? On n'a pas de financement locaux, de partenaires privés en interne pour financer ces recherches-là. Pourquoi est-ce qu'on attend toujours les grands groupes? C'est vrai que le problème de l'industrie en Afrique, le problème de financement se pose, le problème de débouchés aussi se pose. Mais je pense qu'il y a eu des initiatives. Je pense en Côte d'Ivoire, la première industrie, qui est SIFA, je pense créée en 88, était constituée de capitaux mixtes, des pharmaciens ivoiriens avec des groupes internationaux. Voilà. Et donc, ça a permis de créer un embryon d'industrie pharmaceutique et certains groupes ont suivi. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique demande de gros capitaux, de grands investissements et avec un retour sur investissement qui est un peu long. Donc, c'est vraiment des personnes agréées qui connaissent le secteur, qui vont vers ce secteur qu'est l'industrie pharmaceutique. Mais le marché est là, puisque nous avons besoin de médicaments. Mais il n'y a pas de plaidoyer en faveur ou à l'endroit des gouvernants pour essayer de faire des subventions, aider, en tout cas inciter des personnes à aller dans ce sens. Pour le moment, il n'y en a pas encore. Il y a vraiment une politique incitative. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a une politique incitative. Il y a une politique incitative qui est faite, je pense en Côte d'Ivoire, principalement, et puis je pense dans un bon nombre de pays de l'UEMOA. Il y a des conditions attractives qui sont faites. Par exemple, tout ce qui est intrant, de fabrication, d'appareils sont exonérés de taxes. Ça, c'est un grand atout. Et puis, il y a même au niveau du ministère de l'AIRP, on applique quand même les importations. Des conditions qui favorisent l'implémentation des entreprises, des industries en Côte d'Ivoire. Alors, vous ajoutez quelque chose des importations? Oui, l'importation, c'est faire venir des produits, puisque nous n'avons pas ici forcément les principes actifs. Les matières premières. Donc pour faciliter cela, quand même, il y a une exonération quand même qui est faite sur les matières premières, comme Dr Bonnet le souligne. D'accord. Et dans tout ce volet-là, on est un peu à l'ère du numérique et on va le dire, on parle du digital. Comment est-ce que le secteur de la pharmacie intègre le digital dans ses politiques? On a vu récemment au Ghana, ils ont lancé l'e-pharmacie. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle et puis est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut véritablement se développer dans notre écosystème, on va le dire, parce qu'il faut quand même la technologie. Totalement. Le monde évolue. Ça évolue, c'est ça. Il va falloir qu'on s'adapte. La technologie est déjà dans la pharmacie. Dans la chaîne de distribution,
il y a depuis l'industrie qui fabrique, en passant par les distributeurs et les points de dispensation au public que sont les officines de pharmacie ou les pharmacies intérieures, le numérique est utilisé pour passer les commandes, pour même gérer les stocks. Tout est fait numériquement. Aujourd'hui, c'est du lieu de dispensation au patient. Justement. Voilà. C'est aujourd'hui cela que nous sommes en train d'adapter ces nouvelles technologies-là. Mais il faudrait que ces nouvelles technologies apportent quelque chose dans la prise en charge des patients. C'est ça. Il faut que la dispensation par les technologies soit vraiment sécurisée. C'est ça. Donc, ce sont un peu ces différents tests-là que nous étudions pour encadrer la e-pharmacie. C'est ça. Justement, en allant dans ce sens, on facilite l'accès, mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à contrôler encore la qualité des médicaments dans ce système-là? Parce que l'exemple du Ghana, il est peut-être palpable et intéressant pour le moment, mais est-ce que d'autres personnes, toujours dans le cadre des médicaments falsifiés, est-ce que certaines personnes ne peuvent pas utiliser ce circuit et vendre davantage? Justement, c'est ce qui même se fait. Et c'est ça même qui est le défi en ce moment. Et c'est de ça qu'il parle. Voilà. On veut bien s'adapter, mais il faut vraiment encadrer. On ne peut pas empêcher parce que le monde évolue. On ne peut pas rester en marge de l'évolution, mais il faut encadrer. Et nous penchons sérieusement avec l'ordre des pharmaciens. Je veux dire, c'est le débat chaud même du moment. C'est ça. Voilà. Et puis dire simplement que dans les pays occidentaux où la e-pharmacie est pratiquée déjà, mais c'est vraiment bien réglementé. Voilà. Il y a un pays qui nous a dit on a lancé la e-pharmacie, mais malheureusement, on a eu près de 15% de faux médicaments dans nos circuits. Voilà. Vous qui ne l'avez pas encore fait, soyez prudents. L'environnement ici, en Afrique, il y a le marché de rue. C'est ça. Comment faire la différence entre le site d'une pharmacie légalement constituée et un faux site? C'est ça. Pour les patients, sachant que nous avons une bonne partie de nos populations qui sont analphabètes. Justement. Il faut les protéger. La technologie arrive, mais c'est du devoir du pharmacien de protéger les populations. C'est ça. Alors, à l'exception de quelques pays qui ont développé une véritable industrie, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, on voit que les pays africains captent ou bien importent encore une grande quantité de médicaments de l'extérieur. Alors franchement, ça me ramène encore à la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment est-ce que vous arrivez à jumeler ou bien à mettre ensemble la pharmacopée, la pharmacie moderne? Quelles sont vos prochaines initiatives dans ce sens pour vraiment arriver à diminuer la dépendance vis-à-vis de l'extérieur? Je veux dire, comme je l'ai dit au début, c'est vrai, les pays surtout d'Afrique de l'Ouest ont tendance à importer beaucoup parce que l'industrie locale n'est pas vraiment développée. Donc nous sommes dans une dynamique, en tout cas depuis ces 5 dernières années, pour encourager. Mais comme Dr Bonu le disait, c'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de gros sous. Sinon nous facilitons même. Mais par faciliter, il ne faut pas tout permettre, il faut contrôler. Voilà, il faut contrôler. Donc, il faut, qu'est-ce que je peux dire, vraiment contrôler ce secteur-là. Voilà, surtout le volet fabrication. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en Côte d'Ivoire qu'on doit nous envoyer peut-être des principes actifs de qualité moindre. Voilà. Et nous, on essaie de faire ce qu'on peut avec le laboratoire national pour contrôler en fait tous ces principes actifs-là et quand même produire quelque chose de qualité pour nos populations. Et justement, quand vous parlez de produits peut-être de qualité moindre en griffe, on entend souvent certains médicaments ne correspondent qu'aux Européens. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des médicaments adaptés à nos populations sur place? Est-ce que vous entendez souvent ce... Oui, en fait, parce qu'il y a des noms de médicaments que je ne veux pas essayer de prononcer, mais quand on dit tel, ah non, ça soulage que les maux de tête, que pour telle catégorie. Nous, on veut quelque chose de plus fort. Non, je pense que ce sont des préjugés. Voilà, c'est vrai que dans la fabrication des médicaments, en fonction des zones, une zone très humide, nos zones sont humides avec de la chaleur, donc on tient compte
de ces spécificités pour fabriquer le médicament. Voilà, pour qu'il soit Parce robuste. que pour qu'il soit robuste, pour qu'il ne soit pas altéré par les facteurs extérieurs. C'est ça. Donc, ces mêmes médicaments, certains sont fabriqués uniquement pour l'Afrique à cause des conditions d'humidité climatiques. Maintenant, pour revenir sur la question de l'industrie, nous avons intérêt à avoir une industrialisation en Afrique, en Afrique subsaharienne, parce que ça règle les problèmes de qualité de médicaments. Ces médicaments étant fabriqués ici, Dr Danyugo l'a dit, nos laboratoires pourront eux-mêmes vérifier la qualité, les problèmes de disponibilité parce qu'on n'aura plus à importer. Et si c'est fabriqué ici, ça pourrait être accessible géographiquement et aussi financièrement à la population. parce qu'il y a beaucoup de surcoûts qui vont disparaître. Nous avons intérêt à avoir une industrie ici, mais pas n'importe comment. Nous avons seulement en Côte d'Ivoire une population de 25 millions. Il faut qu'on puisse voir une industrie à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest ou même ne serait-ce qu'à l'échelle de l'UEMOA où nos tests sont les plus proches. C'est ça. Dans l'UEMOA, nous avons 150 millions d'habitants environ. Toute l'Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, près de 300 millions. Une industrie avec ces populations-là peut vivre parce qu'il y a des débouchés, il y a des besoins. Maintenant, il faut commencer par quoi? Il faut faire une industrialisation rationalisée. C'est ça. Si la Côte d'Ivoire fabrique telle molécule, ça ne sert à rien que le Sénégal fabrique la même chose, le Niger, le Burkina, qu'on essaie de voir. Et le plus important est qu'on couvre nos besoins en médicaments essentiels. C'est ça. C'est ce que nous importons. On a tous besoin de ces médicaments, les anti-infectieux, les antipaludiques, tous ces médicaments dits essentiels, il faudrait qu'on puisse les couvrir. Vous avez vu, pendant la Covid, certains pays ont limité l'exportation de médicaments. Oui. Heureusement qu'on avait un système de santé pharmaceutique très robuste qui a pu tenir parce que nos stocks sont de l'ordre de 6 mois. Donc on a pu tenir. Mais nous avons intérêt à avoir nos médicaments sur place. Ça, c'est vraiment l'objectif dans ces 5 à 10 prochaines années. Maintenant, ce qui va faire le plus, la valeur ajoutée, c'est notre pharmacopée traditionnelle. C'est ça. Ça, nous l'avons. Ça demande que les études soient là, qu'il y ait des laboratoires de recherche et développement qui travaillent. Les études sont déjà faites, puisque de façon empirique, nos parents les utilisaient pour se soigner. C'est ça. Il suffit maintenant de faire des études de toxicité, voir le principe actif qui est, et ainsi de suite. On va développer des produits typiques venant de notre pharmacopée et qui respectent toutes les normes internationales de fabrication. C'est ça. C'est l'enjeu, ça, pour l'Afrique. C'est vrai, on fabriquera les médicaments que tout le monde connaît, mais le petit secret de la grammaire, il faudrait qu'on puisse l'aider à faire de cela un médicament. On parlera de médicaments traditionnels améliorés, on parlera tout simplement de médicaments. Les médicaments améliorés. Et vous, au niveau de l'AIRP, vous suivez ce genre de processus? Oui, c'est eux mêmes qui le font. Mais c'est l'AIRP même qui suit. D'accord. Et donc, dans ce sens, comment est-ce que vous voyez un peu ce secteur dans 10, 15, 20 ans à venir? Si les praticiens, comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, se conforment vraiment à la réglementation, au texte, surtout en matière de fabrication, parce qu'on ne peut pas permettre à tout le monde de fabriquer des médicaments qui vont s'avérer être après un poison. Donc, on oblige quand même les praticiens à rentrer dans ce moule-là. Mais il y a beaucoup qui sont encore réfractaires, donc c'est ce qui fait que ce volet-là n'est pas... Mais il y a le programme de la médecine traditionnelle dont Dr Boni parlait, qui fait un travail quand même formidable, qui sensibilise quand même ces praticiens-là à rentrer un peu dans les rangs. Mais comme je dis, c'est encore nouveau. Donc, il va falloir... parce qu'ils trouvent qu'on en demande trop. Mais pour la santé des populations, rien n'est trop. Rien de trop. Alors, on arrive pratiquement au terme de cette émission, Dr Danyugo. Si vous aviez un mot de fin à l'endroit des populations et même à l'endroit des acteurs de la pharmacie. À la population, je voudrais continuer ma sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, parce que je profite de toutes les lucarnes pour dire que les médicaments de rue ne sont pas des médicaments bons pour eux. Les médicaments de la rue tuent. On a eu beaucoup de cas, beaucoup de cas de morts à cause de la consommation de ces médicaments. Donc, il va falloir qu'on fasse un travail vraiment de sensibilisation. Surtout, ça c'est à l'endroit vraiment des professionnels de santé. Il faut qu'eux-mêmes,
ils donnent l'information aux populations pour leur dire que ces produits-là sont dangereux. Donc, une confiance à réinstaurer, comme on peut le dire. Voilà. Docteur Boni, je me tourne vers vous pour votre mot de fin. Donc, pour dire simplement que une enquête a été menée. Bon nombre de ces personnes qui vendent les médicaments au marché viennent acheter leurs propres médicaments à l'officine de pharmacie. C'est ça. C'est ça la réalité. Il faudrait que nos populations sachent que le bon médicament, c'est celui qui se trouve à la pharmacie, dans nos hôpitaux, mais le médicament n'est pas dans la rue. Je profite aussi pour lancer un appel à tous les pharmaciens, à tous les hommes d'affaires qui veulent investir dans le médicament, parce que on ne peut pas penser une politique industrielle sans les concerner eux-mêmes, les Africains. Avoir accès à des médicaments de qualité et surtout retrouver cette confiance aux acteurs de la santé. L'industrie de la pharmacie, c'est à peine 20% de la demande qui est couverte par ce qui est présenté actuellement. Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le bon médicament, c'est dans les officines, dans les pharmacies et pas dans la rue. C'est ici que se referme cette émission consacrée à l'industrie pharmaceutique. Et nous étions avec Dr Danyogo, chef de service de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés à l'AIRP, et avec elle en studio, Dr Hervé Boni, secrétaire du CENOPSI. Merci encore pour vos contributions. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.